14h bientôt, 4 minutes sur les ondes d'LG chaîne 3. Madame, monsieur, bonjour. Toutes les chaises vous sont réservées pour que vous preniez place au Café de la 3, où toutes les littératures vous sont gracieusement offertes, bien sûr, sur un seul et même plateau. Et c'est un ouvrage, justement, qui a conditionné cette première heure, celui de Louisette Eril Hariz, algérienne, paru aux éditions Casbah, où elle y raconte ses souffrances et comment elle fut torturée au siège de la 10e division parachutiste en septembre 57 par Graziani, sur ordre de Massu et de Bijar. Et son témoignage allait devenir le catalyseur d'un large débat sur la torture pendant la guerre de libération nationale, la colonisation, le réveil des mémoires. Il en est question du moins pour cette première heure ici au Café de la 3. Madame Louisette Eril Hariz, bonjour. Bonjour. Merci d'accepter notre invitation. Ça n'est pas un plaisir, mais un véritable honneur que de vous recevoir ici au Café de la 3. Nous nous étions rencontrés, je ne sais pas si votre mémoire est bonne, il y a des années de cela, et ça ne nous rajeunit guère, pour l'apparition de cet ouvrage, je le rappelle encore une fois, algérienne, paru aux éditions Casbah, je le disais, avec des propos recueillis par Anne Niva. Oui. Eh bien, c'est ça le concept du Café de la 3. Vous n'êtes pas seul, on va également dire bonsoir à notre deuxième invité, Ahmed Ben Kamla, bonjour. Rapprochez-vous du micro, il y a du monde. Bonjour Karim. Merci d'accepter notre invitation. Merci à vous pour l'invitation et surtout avec le plaisir d'être en si bonne compagnie avec Madame Eril Hariz et mon collègue Saïd. Demain. Ça va être 70 ans d'histoire et de mémoire torturée aujourd'hui au Café de la 3. Ahmed Ben Kamla, vous êtes un ancien réalisateur à l'NTV, ancien directeur de la Cinémathèque algérienne, réalisateur indépendant depuis quelques années, scénariste mais également poète. On vous doit la 5e saison. C'est un long métrage habité par la poésie, une forme d'adaptation de votre livre éponyme, une allégorie algérienne, bien sûr on va y revenir. Vous avez également été chef de département cinéma adjoint à Alger, capitale de la culture arabe en 2007 et Tlemcen, capitale de la culture islamique en 2011. Votre rapport, du moins votre rapport justement assez étroit avec l'histoire et la mémoire. Il habite également cette 5e saison sur laquelle nous reviendrons également et nous allons par la même occasion dire bonjour à Saïd Mahdaoui. Merci d'être avec nous Saïd Mahdaoui, bonjour. Merci Karim. Peut-on faire deux choses en même temps, dire bonjour à l'animateur et filmer en même temps? Bon, puisqu'on est là, la déformation professionnelle. Deux voleurs d'images, donc on s'est partagé, on s'est échangé les portables. Les portables, comme ça, moi je le filme. Très bien. Saïd Mahdaoui, vous êtes réalisateur, auteur. On vous doit entre autres le citoyen Pierre Chollet, vie passionnante et tumultueuse d'un militant algérien, mais également les cinéastes de la liberté. Et un peu plus tard, nous aurons également le plaisir d'avoir avec nous ici au Café de la 3 en direct de Béjaïa, Abdelkrim Tazarout, qui est journaliste, écrivain et animateur radio également il y a quelques temps seulement. Il est l'auteur de plusieurs biographies de chanteurs algériens, des 2 essais sur le cinéma algérien, dont Cinéma algérien et Guerre de libération nationale, l'image du héros qui, à sa façon bien sûr, qui décortique le cinéma algérien dédié au combat libérateur à travers ses hauts faits et héros, bien sûr portés à l'écran au lendemain de l'indépendance. Il est déjà 14h07 sur Alger chaîne 3 et c'est avec consternation justement que le monde de la culture a reçu l'annonce de la mort de Samia Zenadi, co-directrice avec son mari Karim, chef de la maison d'édition bien sûr APIC, qui depuis 2003 a fait dialoguer tous les auteurs d'Afrique et d'ailleurs. Eh bien adieu Samia, on ne t'oublie pas, et tendre pensée à Karim et à sa fille Inès. Bonjour, rebonjour Madame Eril Hariz, j'arrange votre micro, comme ça on va bien vous entendre. Donc aujourd'hui, vous êtes de passage pour revisiter cette mémoire tourmentée, et de toutes vos sœurs d'armes, vous êtes l'une des rares à avoir écrit vos mémoires, et justement, surtout dénoncer la torture. Pourquoi ce silence assourdissant de certaines moudjahidettes et de certains moudjahidines? Comment vous l'expliquez? Personnellement, la même chose. Je me demandais pourquoi ce silence. J'ai essayé d'écrire, de dire, enfin de dénoncer les horribles tortures que j'ai subies durant 2 mois et demi, du 1er octobre 56. De 1er octobre 57 au 15 décembre 57 par Graziani, et j'étais également pendant les tortures, les visites de Bijar et Massu également.
Parce qu'il ne faut pas oublier, parce qu'à l'époque, Bijard et Massu ne s'entendaient pas. Ils voulaient à tout prix prendre ce que je pourrais Donner comme information. Oui, ils croyaient que j'allais parler. Et les sœurs, pourquoi? Je n'en sais pas. Le fait de... Et vos frères La société, également, pardon. vos frères également ont commencé à parler que récemment, il y a une quinzaine d'années, écrire les mémoires, dénoncer les tortures, les viols collectifs, l'expropriation, la douleur. Ben écoutez, elles n'étaient pas tellement... Enfin, je sais pas, elles ont écrit, il y a une ou deux ou trois ont écrit, mais pas toutes. Elles n'ont pas voulu dévoiler ce qu'elles ont subi. Pour moi-même, j'ai crevé le plafond. Ouais, Voilà. d'une certaine façon. Voilà. Bien entendu, parce que je souffrais énormément. J'étais traumatisée au point où même mon mari m'a dit, écoute, s'il te plaît, si tu pouvais dégager un petit peu, tu as un mur que tu t'es fait construire. Essaye, parle. Pourquoi? Parce qu'un jour, il y avait un motif aussi. Hein. Il y avait un gros motif. Je me suis mariée après l'indépendance. J'avais 2 gosses avec des grossesses très difficiles. Et puis Par un rapport beau aux jour, tortures que vous avez eu à subir. oui. Et puis un beau jour, on voulait faire un 3e. Je me sentais un petit peu fatiguée. Bon, c'était un 3e enfant. Puis un beau matin, je me lève, très mal. J'appelle mon mari, je lui dis, écoute, hé, Ahmed, celui qui est là, c'est pas toi. Hein? Il me dit quoi? Ah non, tu n'es pas le père. Il me dit quoi? Ah oui, c'est qui? Ah non, c'est Graziani, Bijard ou Massu. Hein? Ouais. Il est tombé à la renverse. Il a appelé les médecins. Il a appelé le psychiatre, enfin, et Aïd Sahlia, il a fait appel à tout le monde. Et là, c'est là ils m'ont pris en charge. Et je suis restée quand même à l'hôpital une quinzaine de jours. Et c'est Bous aussi, Allah yarhamou, qui m'a pris en charge. Il m'a bien remis sur les rails. J'ai repris mes études. Mais je m'étais juré de dire la vérité, de continuer. Ce n'est pas possible parce que je suis profondément... Et si vous avez choisi des études de psychologie, ce n'est pas par hasard non plus. Hein, c'est lui. Louise Atterré-Lahriz. C'est lui. Ouais. C'est mon psychiatre qui m'a orienté. Une forme de reconstruction également, travail sur Absolument, vous-même en premier tout à lieu. fait. Hein. C'est lui qui m'a orienté. Il m'a Ouais. dit, Louisa, tu feras psycho. Bon, j'ai terminé, j'ai fait mon plan terminé, mais il ne fallait pas parler. Parce que les parents aussi, la société ne permet pas à ce qu'une femme puisse parler de choses intimes. Non, c'est vrai, même le frère, la sœur, la famille, ils ne peuvent pas. Et quand j'ai terminé... Vous savez, j'ai eu le plaisir et l'honneur également de recevoir Gisèle Halimi ici même sur ce plateau du Café de la Troie il y a quelques années qui me disait en ces termes-là, souvent les femmes ne dénonçaient pas les tortures, encore moins les viols. Gisèle Halimi. C'est ce qu'elle nous disait en ces termes-là. Tout à fait. Elles avaient peur d'être stigmatisées, rejetées et ne jamais se marier. Non seulement stigmatisé, oui. Insulté, oui. Haïdaria. Le mot Haïdaria revenait souvent. Je brisais un petit peu l'homme. Et ma foi, mon mari m'a dit, écoute, ça ne fait rien, vas-y. Essaye de te détendre, si tu pouvais de détendre, ça nous ferait plaisir dans la famille. Bon, j'ai
consulté 5 ou 6 de mes sœurs de prison et de mes sœurs du combat, de l'Est à l'Ouest, elles étaient d'accord pour essayer de discuter, d'essayer D'extérioriser. d'extérioriser. Exactement. Et c'est un ouvrage qui Et puis- Oui, allez-y. Oui, et puis c'est une fois, je leur ai promis, je commencerai. Je ferai, je commencerai par vous, dénoncer ce que j'ai subi durant 2 mois et demi. Mais c'est à vous de continuer. M'a dit d'accord, elles ont toutes aimé d'accord. Mais quand je terminais quand j'ai terminé de dénoncer, les journalistes m'ont dit bon, maintenant, est-ce qu'on peut continuer, est-ce que vous pouvez nous donner l'adresse et puis le consentement de ces filles-là? D'accord, on fera exploser la bombe à Paris. Essayez. Et c'est là où, une fois dénoncé, une fois écrit, une fois tout, une fois que je me suis, disons, j'ai dénoncé ce qu'il y avait durant 2 mois et demi. C'était long, c'était pas très beau. Hein. Non, c'était... Et vous le dites dans votre ouvrage, Louisa Terry Lahriz. C'était pas beau. Algérienne recueillie, je le rappellerai ici, par Anne Nivao, paru aux éditions Casbah. Vous dites: je souhaite que les Français sachent qu'en Algérie, entre 1954 et 62, il ne s'est jamais agi d'une opération de maintien de l'ordre, ni d'une pacification. J'écris pour rappeler qu'il y a eu une guerre atroce en Algérie. Il n'a pas été facile pour nous d'accéder à l'indépendance. Notre liberté a été acquise au prix de plus d'1 million de morts, de sacrifices inouïs, d'une terrible entreprise de démolition psychologique de la personne humaine. Je le dis sans haine, le souvenir est lourd à porter. Je souhaite que mon témoignage en provoque d'autres des 2 côtés de la Méditerranée, que les langues d'anciens appelés et d'officiers français qui ont vécu cette guerre et survécu ce délit. Je souhaite que l'on retienne de mon histoire qu'il faut préserver l'être humain, d'où qu'il vienne. Ce n'est ni en tournant, ni en avélissant ou en dégradant qu'on parvient à ses fins, quelles qu'elles soient. Justement, avec ce livre, j'ai accompli mon devoir de vérité. La thématique d'aujourd'hui, ici au Café de la Troie, c'est la colonisation, le réveil des mémoires. Écrire cet ouvrage-là, Louisa Terry Lahriz, vous a réellement permis de prendre le temps du recul et en fin de compte à aborder la vie plus sereinement, malgré toutes les douleurs qui vous habitent plus de 70 ans après. La douleur est toujours là. Elle ne s'est pas apaisée. La douleur est votre sœur jumelle, vous me disiez, pour la préparation de cette émission. Elle ne s'est pas apaisée. Elle est toujours là. Même lorsque mes amis m'invitent pour des sorties afin d'ouvrir un petit peu, afin de changer un petit peu, à chaque fois, le coup des tortures revient. Et à chaque fois, je m'évite d'aller parce que je casse la joie des autres en racontant toujours cette espèce de torture que j'ai subie. C'est pas vrai, on n'en s'en sort pas, c'est pas vrai. Le soir, jamais je dors avec la nuit, pas du tout. Il faut la lumière, il faut un somnifère. Parce qu'il y a toujours j'ai toujours des ombres autour de moi, et pour moi, c'est Graziani, Massu, Bijard. C'est des nuits infernales. Donc, je dis, pour continuer, pour les filles, elles m'ont promis de continuer de parachever ce que j'ai commencé à faire. J'appelle Tizi, j'appelle Anneba, j'appelle Sétif, j'appelle Constantine, j'appelle Tlemcen, j'appelle Oran, presque le même.
topo. لا يا لويزا سامحينا، لا لويزا سامحينا يا وليدي يا رجلي. Enfin, elles ont toutes refusé. Elles n'ont pas pu. Notre culture ne permet pas à ce qu'une femme puisse révéler ce genre de torture publiquement. Jusqu'à aujourd'hui, Louisa Terry Lahriz, Les débuts sont vous avez du mal à parler de ces séances de torture et encore moins de ces séances de viol collectif. Les débuts ont été très difficiles. Quand avec. Vous aviez à peine 20 ans en Oui. 1957. Oui, hein. oui. Aujourd'hui, c'est difficile encore parce que Florence Boger, dès qu'elle a terminé avec moi, elle est sortie, elle a trouvé 2 moudjahidines. Elle m'a dit, ça y est, vous êtes en parlé. Moudjahidines, hein? Elle a dit, il faut la tuer, c'est tout. Vous dites, j'étais allongé nu, toujours nu. Ils pouvaient venir 1, 2 ou 3 fois par jour. Dès que j'entendais le bruit de leurs bottes, je me mettais à trembler. Ensuite, le temps devenait interminable. Le plus dur, c'est de tenir les premiers jours, de s'habituer à la douleur. Après, on se détache mentalement. C'est un peu comme si le corps se mettait à flotter. Oui. C'est là où j'ai failli perdre la foi. نطلب ربي يخفف عليا. Nuit et jour, je l'ai supplié. باش يخفف عليا. Eh ben non. Ben, écoutez, avec des fractures multiparcellaires, avec le plâtre jusqu'ici, avec des fractures ouvertes, le plâtre, les bandages, tout ce qu'on s'ensuit, et puis plus rien que la peau. Que voulez-vous? C'est dur. Et votre témoignage a connu un effet retentissant en France et même ailleurs. Il a relancé donc justement le débat sur les pratiques de l'armée française durant la guerre de libération, poussant certains responsables à prendre la parole donc justement. Et le 22 juin 2000, seulement 2 jours après votre histoire, justement juste après l'apparition de votre ouvrage, Jacques Massu accorde une interview dans Le Monde et exprime pour la première fois les regrets sur l'utilisation de la torture en Algérie. Quand je repense à l'Algérie, cela me désole. La torture en pouvait très bien s'en passer. Elle faisait partie d'une certaine ambiance. On aurait pu faire les choses différemment. Et Bijard, qui s'exprime le même jour dans Le Monde, nie quant à lui avoir jamais pratiqué la torture et qualifie votre témoignage, Louisa Terry Lahriz, de tissu de mensonge. De tissu de mensonge, il a dit. Oui, allez-y. Pardon, de tissu. Oui, effectivement. C'est Florence Boger qui l'a eu. Hein. Concernant non, pas Massu, mais Bijard. Bijard lui répète non, Louisette, c'est un. Ce sont 2 discours diamétralement opposés du coup. Hein. Pardon. Ce sont 2 discours diamétralement opposés entre Bijard et Massu. L'un reconnaît la torture. Non, elle est partie toute. Enfin, elle a pris tout le discours de Massu, oui. Mais elle est partie chez Bijard sans qu'il sache qu'elle a interviewé Massu. Sans qu'il sache. Et l'un reconnaît alors que l'autre pas. Comment? L'un reconnaît alors que l'autre pas. Oui, il disait en ces termes-là. Comment? Oui. Mais comment? Quand tu lui as dit oui, c'est une menteuse, et son bouquin, c'est un torchon, enfin un tas de mots qui blessent à jamais, c'est son genre d'ailleurs. Il lui dit, Florence Boger lui dit, mais enfin, je l'ai vu. Je l'ai questionné sur plusieurs jours. J'ai mis 16 heures avant qu'elle ne dise la vérité. Bon, 16 heures pas de suite, oui. Des heures d'intervalle continu. Oui. Il m'a dit, mais pourquoi? Eh bien, mais ce commandant Richaud,
il n'a jamais existé, c'était là. Terrible. C'est Voilà. terrible. Et le 23 novembre 2000, ce sont 2 interviews qui sortent à la une du Monde sous le titre « L'aveu des généraux ». Et justement, Paul Ossarès y admet que les tortures étaient pratiquées de manière systématique, ce qu'il racontera en détail dans son livre donc Services spéciaux Algérie 55-57. Jacques Massu reconnaît également que la torture a été généralisée et institutionnalisée. Le témoignage, donc votre témoignage, ouvre, je le disais encore une fois par ailleurs, le débat au sein des sphères intellectuelles, avec l'appel des 12 contre la torture judiciaire, avec le procès contre le général Ossarès et politique. Et enfin, le témoignage, votre témoignage, Louisa Terry Lahliz a permis de briser le tabou des viols commis par certains militaires français durant la guerre d'Algérie. Et justement, vous devez certainement l'avoir rencontré, il s'agit de Tramor Kemner, qui est historien, qui disait en ces termes-là, le voyage de Louisa Terry Lahliz a fait l'effet d'une déflagration. Tout est parti de là, c'est alors qu'on a commencé, en France, à s'intéresser à ce sujet. C'est grâce à vous. Grâce à moi, je sais, les parachutistes plutôt, les enfants des parachutistes ont acculé leur père en leur demandant « Qu'est-ce que tu as fait en Algérie ?» Et là, c'est là où ils ont été obligés de dire « Oui, nous avons torturé. Oui, nous avons tué. » Et vous les avez Oui. traduits en justice, je dois également le rappeler. Hein. Je les ai estés en justice. Et ici en Algérie, ils ne m'ont pas beaucoup aidé parce qu'ils croyaient que j'étais hors. Vous avez également été en justice le général Schmitt. Hein. En appel, je les ai gagnés, Oui. mais en instance, en première instance, j'ai réussi à les avoir, j'ai gagné le procès, mais il a fait appel. Et j'ai perdu mon franc symbolique. Qui était comme leur avocat? C'était Schmitt. C'était Schmitt qui a envoyé l'avocat. C'était l'avocat de l'ERN, le fameux avocat Oui. de la droite. L'extrême droite. L'extrême droite, c'est lui. Bon, il m'a malmené. Puis, Schmitt vous a également accusé de diffamation, bien sûr, et il a qualifié de mensonge, de tissu d'affabulation, de contre-vérité. Absolument, tout à fait. Et bon, il était là, il hurlait, j'hurlais aussi. Et je ne me suis pas laissé faire. Mais j'ai perdu mon franc symbolique. Enfin, on était côte à côte. Enfin, j'ai pas perdu. Mais non, si, quand même, j'ai perdu. J'aurais voulu. Oui, mais... J'aurais voulu gagner. Alors, cet ouvrage-là et le fait de les avoir estés en justice a été une véritable catharsis pour vous reconstruire. Hein. Oui, je voulais faire quelque chose et puis ici ça a été mal compris et mal vu. Comment Louisa elle va attaquer la justice française et les généraux toute seule. Bon, je l'ai fait avec ce que j'ai pu, puis voilà tout. Et je l'ai fait et je ne le regrettais pas. Après tout ce que vous avez eu à subir, Louisa Terry Lahliz, la repentance et le pardon ont-ils réellement un sens quand on lit votre ouvrage? On a du mal à... Justement, mais il faut entendre à côté le peuple, que dit le peuple algérien. Il veut des excuses et non la repentance. Voilà. La majorité des Algériens souhaiteraient des excuses et non la repentance. Alors, on est entre les deux. Enfin, le fait est que avec ces histoires que nous vivons en ce moment, ils ont machinisé une tension telle que, ma foi, maintenant, qu'ils viennent s'excuser,
c'est déjà quelque chose. Et puis, la réparation des effets des bombes nucléaires, parce qu'ils ont commis des Ouais. graves dégâts. Dans les régions du Grand Sud. Et là, Ergun. ils doivent... Ergun. Si. Oui. Parce que les femmes ont mis au monde des monstres. Jusqu'à aujourd'hui. Hein. Jusqu'à aujourd'hui. Et je recommande, du moins, j'invite ceux qui nous écoutent de voir sur les plateformes le Gerboise Bleu qui raconte encore une fois la violence et surtout le déchirement et la défiguration. Des monstres, les bébés. À travers tous ces essais nucléaires. Ou unijambistes, ou avec une tête énorme. Non, c'est grave. C'est très grave. Et puis, la France, nous avons envoyé des lettres, nous avons envoyé à la présidence française, mais nous n'avons jamais eu de réponse. Louisa Terril Hariz, algérienne, recueillie, je le rappelle, un récit recueilli par Aniva aux éditions Casbah. Rebonjour Saïd Mahdaoui. Vous avez souvent travaillé sur la mémoire torturée, je le disais au sommaire de l'émission. Entre autres, votre actualité, c'est le citoyen Pierre Chollet, vie passionnante et tumultueuse d'un militant algérien, ou les cinéastes de la liberté. Lorsque vous entendez le témoignage et la douleur jusqu'à aujourd'hui, 70 ans après, qu'est-ce que cela procure pour l'Algérien en premier lieu et le cinéaste et réalisateur que vous êtes? Non, d'abord en tant qu'humain, ces moments-là, je te remercie de m'avoir invité. Avec un énorme C'est plaisir. un honneur d'être avec une grande dame comme Madame Eril Hariz. Qui est l'une C'est des dernières un exemple. résistantes. Hein. Je sais. Moi, à chaque fois que je la rencontre, je lui dis est-ce que je peux t'embrasser parce que tellement, c'est comme une mère pour nous. Et c'est un symbole de la résistance, De tout un peuple. de la résilience, du militantisme sans fin. Je crois qu'on a des symboles extraordinaires. Et là, je vous parle avec beaucoup d'émotion en tant qu'homme d'abord. Elle a l'âge de ma mère, j'aurais peut-être l'âge de son fils. Et donc, quand on sait que pendant la Révolution, c'était une petite jeune fille, frêle, c'est ce que je m'imagine, face à ces bourreaux sauvagement torturés, j'ose même pas dire plus, tellement justement, comme elle a dit, ça ne veut pas dire qu'on veut pas, qu'on refuse la vérité, mais on a trop de respect pour nos mères, nos filles, nos femmes, nos sœurs. Je crois que c'est ça qui peut un peu justifier ce silence et ce manque, peut-être, je dirais, ce manque de solidarité dans sa démarche. Je parle de la démarche de Madame Hariz. Mais si on arrive au moins sans attendre ni leur excuse, ni leur... si on arrive à travailler sur ces thèmes, à mettre en image, par exemple, en ce qui nous concerne, à faire des documentaires, des films sur ça, au moins la mémoire de ces gens-là qui ont tout donné pour notre pays, au moins elle sera gardée, vivre libre, elle sera gardée dans des archives, dans des films ou autres. Mais je pense que le cinéma a un grand rôle à jouer et c'est le meilleur matériau, le meilleur outil de sauvegarder cette mémoire. Parce que l'enjeu pour moi, l'enjeu actuel et même futur, c'est justement ce combat mémoriel. Et on a eu la grande preuve pendant le massacre des Razaouis dans les médias de manière internationale. On a suivi. Eh ben, c'était les deux combats, enfin, ceux qui appuyaient Netanyahou et ses sauvages, justement. Tout cet Occident Donneur de leçons. Impudique. Justement, donneur de leçons, mais la liberté, là, il a montré. L'humanité. Voilà. Et quand on voit leur argument, et même dans le même Occident, mais les peuples, cette fois-ci, les peuples, les manifestations, les déclarations de quelques intellectuels, quelques hommes politiques, sur quoi c'est-à-dire sur quel outil les uns et les autres se basaient. Moi, ce que je retiens, les armes, enfin, il y a deux mémoires qui s'affrontent. La mémoire des ex-colonisés qui sont
anticoloniales comme les Africains du Sud, les, les autres aussi. Mais je veux dire, c'est entre l'anticolonialisme et ceux qui sont toujours pour le colonialisme, mais ils ne le disent pas, ils parlent de civilisation. Je les appelle Oui. les civilisationnels. Bien sûr. Ouais, c'est un petit jeu de mots. Et on voit ce que leur civilisation a engendré. Quand on parle de Qu'est-ce qu'elle a Argan, commis comme crime depuis... à Argan, moi j'ai été du côté d'Adrar et j'ai rencontré quelques gens de là-bas. Ils ne peuvent pas ne pas parler de ça. Ils ne peuvent pas ne pas... C'est visible. C'est vrai qu'il y a eu quelques films quand même sur ça. Dernièrement, au dernier festival d'Alger, il y avait un court-métrage, elle s'appelle Sister, Oui. une Algérienne qui vit aux États-Unis. On l'a pas vu, on l'a vu que sur un Qui film. témoigne et qui Mais un justement film, restitue un court-métrage exactement. mais extraordinaire. Tout à fait. C'est carrément une gifle à ces gens-là, c'est assez civilisationnel. Une forme de résonance entre son film et celui Gerboise Bleue dont on parlait à l'instant. Oui. Entre... Il y a d'autres, il y a d'autres qui ont fait des documentaires, mais un court-métrage fait de cette sorte. Une approche différente. Bon, bien sûr. Ouais. Donc il faut. Bon, je pense que le cinéma a beaucoup de choses, a un rôle à jouer. Même si ces films-là ne vont pas au festival, ne vont pas être financés correctement par les officines qu'on connaît très bien, etc. Mais ça va rester. Et ça va être un matériau extraordinaire pour maintenant et pour le futur. Tout à fait. Donc on essaiera. Moi, des sujets comme ça, bon, bien sûr, ça m'intéresse. Mais Ça vous donne de la matière. ça me donne la responsabilité. De dire et de parce que dénoncer. pour moi, le cinéma, c'est un acte conscient. On ne fait pas du cinéma... Pour faire du cinéma. On ne fait pas un documentaire ou un film avec à peu près... Non, il y a des objectifs et je crois que ce sujet justement de la torture, même chez nous, n'est pas bien abordé. N'est pas assez bien abordé par rapport à tout ce qui s'est passé en Algérie. Mais bon, il y a beaucoup de travail qui nous attend, moi et mes collègues, et j'espère... On reviendra bien sûr en deuxième heure sur les assises du cinéma, bien sûr. Hein. Ouais. Ne vous en faites pas ça. Il y a En encore tout des, cas, il y a encore des choses à dire. Madame, Barakallah Alek, et je vous adore. Et vraiment, vous êtes nos références. Vous êtes parmi nos références, notre fierté, notre... Écoutez, seulement, à ce que je peux dire. Bien Mais bien sûr, c'est votre émission, Louisa Terry Haliz. Écoutez, seulement, regardez, quand les paras envahissent un village, nous étions là, nous étions ce jour-là, puis Chablis. Ils ont attaqué, ils nous ont attaqué par, certainement, il y a quelqu'un qui a donné, bon. Les hommes, à partir de 14 ans, fuient le village et montent au maquis. Qu'est-ce qui reste? Il reste que les enfants et les femmes. Eh bien, les parachutistes, ils se vengent sur les femmes. Alors qu'ils ne me disent pas, là, ممكن. Je dis quoi? احنا شفناهم زقا النهار طول هما يتزقيو. C'est là, quand les hommes montent, il n'y a que les femmes et les enfants. Alors ils peuvent fuir. Entre exécution et viol, Mais dont bien vous sûr, parlez, bien sûr. mais bien sûr. Ahmed Ben Kamla, bonjour. Nous le Bonjour, disions, Karim. le témoignage de Louisa Terry Haliz a fait l'objet fait plutôt l'effet d'une déflagration. Tout est parti de là et c'est alors qu'on a commencé en France à s'intéresser à ce sujet. N'y a-t-il pas une forme d'écho entre son discours que vous écoutez depuis le début de l'émission, mais également un des films, une des pièces majeures de la lutte contre l'oubli et l'amnésie, c'est Barberousse, mes sœurs. Oui, d'abord, je voudrais, Rapprochez-vous du micro, s'il vous plaît. cher ami Karim, vous remercier de m'avoir invité à cette émission et donc de m'avoir permis de partager avec mon ami Saïd Metaoui cette grande émotion en face de Madame Ilgharis, en direct, en chair et en os. Et je partage tout ce que vient de dire mon ami Saïd à propos de la mémoire, à propos de la nécessité de l'exigence de garder la mémoire à travers ce média qu'est le cinéma, comme l'ont fait nos aînés pendant
la guerre de libération. Et d'ailleurs, le cinéma algérien est né dans le maquis, à travers René Vautier, pas que René Clément, Et les autres. Damerji, Tout à fait. Ahmed Rachdi, Lakhtar Hamina, Chandler, Chandarli tout à fait. et les autres. Et donc, je reviens au témoignage de notre aînée, Madame Irilaris. Madame, je vous dois, mais vraiment, un immense respect et une immense admiration en même temps. Parce que, comme vous le disiez, non seulement vous avez passé une séquence terrible, cauchemardesque, mais vous avez tenu aussi à en témoigner, malgré ce que représente le fait dans notre société de parler d'un sujet aussi tabou que la maltraitance d'une femme, pour ne pas dire autre chose. Et donc, merci à vous, madame. Il n'y a pas de quoi. Vous disiez... On parlait de son ouvrage, de son témoignage, mais également de sa participation à énormément de festivals entièrement consacrés à l'écriture de cette mémoire torturée. Et le film Barberousse, mes sœurs, vous avez certainement dû voir, Ahmed Ben Kamla, entre ces femmes qui, des années plus tard, avaient du mal encore une fois à s'exprimer. Et à travers cet ouvrage-là, le Bizatari El Haliz a en fin de compte cassé un tabou sur la violence et les viols collectifs. Oui, c'est ce que je dis. C'est ce courage de briser ce tabou, de parler déjà de la torture et en particulier la torture sur les femmes, ce qui est quand même quelque chose de barbare et de plus que... Elle y raconte l'indicible. Terrible. Et donc à ce titre-là, elle mérite toute notre reconnaissance et notre respect. En m'informant que vous alliez inviter Madame Irilaris, je me suis rappelé d'un épisode qui concerne directement, qui concerne Madame Irilaris. Et tout à l'heure, avant d'entrer dans le studio, on en parlait justement. C'est justement pour parler de cinéma et mémoire, mais aussi cinéma et révisionnisme. Ah. Alors la séquence dont je veux parler, c'était l'époque de Alger, capitale de la culture arabe, où j'étais chef département adjoint dans le département cinéma. Et donc on avait produit une série de documentaires, tu te rappelles Saïd, de long métrage, et entre autres un documentaire de, je ne sais pas si je peux citer le nom du réalisateur, Jean-Pierre Liédo. Ah. Et donc le film s'appelait initialement ما يبقى في الواد غير الحجارو, ne reste dans le Oued que ses galets, qui est passé devant la commission présidée alors par notre ami Lamine Merbah. Il y avait Moussa Haddad, Allah yarhamou, il y avait Sidi Ali Madif, dans la commission de lecture. Et donc nous, on était chargés juste de faire le suivi, d'accompagner les productions. Et donc la commission avait agréé le scénario tel qu'il était écrit. Et ensuite, mais il n'en fut rien. Quand il nous a ramené le film, donc en le visionnant, on était sidérés, le moins qu'on puisse dire. Le film était basé sur 4 séquences durant la guerre de libération. Constantine, le nord-constantinois, tu l'as vu avec ça. Je ne l'ai pas vu. Oui, et pour cause, puisque nous avons tout fait pour qu'il ne soit pas Exactement. diffusé, puisqu'il portait, il avait vraiment de caractère. Et là, pour revenir à Madame Irilaris ici présente, et qui était concernée, dans la partie, la séquence Alger, bataille d'Alger, le réalisateur lui pose la question, lui dit, pourquoi vous déposez les bombes dans les endroits publics, plein de civils, d'enfants, de femmes? Madame Irilaris, ici présente, lui répond. Et il précise en plus que l'armée française bombarde des combattants, des maquisards dans les maquis, et que vous, FLN, vous déposez des bombes sur des civils. Et Madame Irilaris lui répond dans le film, vous avez des avions, vous avez des bombes, vous avez des soldats, nous, on n'a que cette arme.
Ouais. Et il lui reproche, justement, à maintes reprises, et on sentait dans la réaction de Madame Hilaris une immense révolte contre cette réflexion, parce qu'en plus d'avoir eu cette approche révisionniste, en parlant par exemple de l'attaque du Nord constantinois, de massacres perpétrés par les gens du FLN sur des civils innocents, Ouais. en parlant des colons, Août 55. en parlant d'Oran, l'épisode, la séquence Oran. Oui, tout à fait. La première des champs, la première conséquence de l'indépendance du 5 juillet fut le massacre Oui. d'Européens. Exactement. C'est vrai que c'était vraiment... Alors, pour la précision, quand nous l'avions convoqué pour mettre le point sur la non-conformité du texte, scénario. du film avec le texte... Alors qu'il a trahi le texte dès le départ. tout à fait, parce qu'il voilà. avait l'idée derrière Exactement. d'intervenir, de faire intervenir des gens et de faire tout un montage, une manipulation tremblé, tout le monde. au niveau du montage. Et la Traître jusqu'au preuve en est bout, hein. que quand il est parti, il a pris le film, donc il est Qui a été reparti. projeté dans le sud de la France. Ouais. Et cette région-là n'est pas un hasard. hein. Il a c'est- été projeté d'abord à Paris où il a déclenché, heureusement, devant des intellectuels, notamment algériens, un immense Tollé. tollé. Oui, tout à fait. Il était à Montpellier. Oui. Et après, ça a été le cas à Nice et d'autres Et régions. ensuite, il est parti au Canada. Il a transformé le titre Ne reste l'Oued que ségalais par Algérie, histoire au pluriel à ne pas dire. C'est terrible. Et C'est donc, absolument. terrible. Voilà. Et Terrible. d'ailleurs, il est parti même à Toulouse le et projeter Vaudreuil, à Tel Aviv. Là, j'aborde cette séquence pour parler aussi d'un point très important, qui est l'approche historique, qui peut être biaisée. D'ailleurs, Tout à fait. quand vous parlez d'excuses, la France coloniale n'accepte pas l'idée encore moins l'idée de repentance, parce que excuse veut dire reconnaître sa Mais, faute. il le Donc, faut bien. oui, il le faut bien. Et là, donc, même au niveau du cinéma, il y a tout un travail. Tu viens de toucher. Saïd Mahdaoui. Il fait le lien avec le cinéma. Et comment des intellectuels, artistes confirmés, qui ont un certain vécu, Jean-Pierre Lédo, a Pour été ne pas le cinéaste citer. algérien, puisqu'il a cité, comme il allait. Et il a été vraiment dans. Moi, quand j'ai ouvert mes yeux, il était déjà réalisateur, il était Oui. très présent dans le C'est un cinéma algérien. réalisateur algérien. Tout à fait. Régime Bénoir, mais algérien. Non, mais algérien, bien Et qui sûr. a tout- travaillé C'est comme ça qu'il est arrivé à nous avoir. Il était même nationaliste à un certain moment. Oui. Ce que je veux dire, c'est des gens pareils, qui soient d'origine européenne ou d'origine sub-africaine. Comment ça? C'est pas ça mon sujet. Il y a des gens, Ce des n'est pas le Algériens. plus important. Oui, non, ils ont tout un vécu, Oui. mais personne ne. Ils sont bien cachés. Et ils se révèlent à la fin de leur carrière. Oui. Et comme vraiment, les grands, je les appelle les grands renégats. Parce que les petits renégats, avec une petite, je sais pas, une bourse par-ci, un petit festival par-là. À la limite, c'est des petits renégats. Mais les grands, c'est après toute une carrière. Donc ils ont été dans les rouages de cette Algérie. Ils étaient responsables. Ils étaient. Et là, au dernier moment. Et ils se sont trahis aussi. hein. Oui. À la Ils ont fin. trahi pour le vécu. Révélé. Exactement. Révélé, Ouais, tout à fait. Révélé. Ils se sont trahis, ça veut dire dans le sens révélé. Et moi, j'avais rencontré M. Aziz Mouat, qui Oui, a qui a aidé, participé avec qui a Mme aidé, Hilaris. parce que voilà, c'était par volonté, puis c'est sa région, c'est... comme يقولوا مشى معاه بالحفا. Et là, il se retrouve vraiment... Mais un gars pareil, un monsieur, c'est un grand monsieur, ils sont vraiment trahis. Moi, Je me rappelle, moi, j'ai rencontré Saïd, un Aziz. il avait fait... Aziz, je ne le après- connaissais pas. Il a fait un C'est mea vrai. culpa Oui, après oui. en Non, très grave, très accusant grave. Liedo d'avoir Justement. manipulé Alors, son discours. moi, كيفاش عرفت هذا عزيز؟ J'ai projeté à Mostaganem, invité par Abdelrahman Allah yarhamou Mustapha. Et dans la projection, il y avait des gens. Et dès qu'on termine le film, Abdelrahman Allah yarhamou ouvre le débat. Et M. Aziz Mouat se lève carrément. Mais franchement, il prend le micro. D'ailleurs, c'est filmé, je l'ai partagé sur Facebook. Moi, j'étais en même temps étonné, Diane Dark. Et c'est là où j'ai en même temps le film, il attaque
le réalisateur et son film, etc., de cette tromperie. En même temps, il parle il traite, enfin, il débat sur le documentaire de Pierre Chollet. Et là, je me suis dit, ah, je suis avec le gars, avec le gars en question. Parce que on avait des retours sur ça. Donc, quand tu as un homme qui a dépassé la saison, c'est un homme qui a terminé sa carrière intellectuelle, professeur en agronomie, il a été trompé aussi. Donc, je pense que, c'est pas moi, je parle de l'acte conscient. Moi, il n'y a pas d'acte inconscient. Et quand on a à promouvoir, je parle, je sais pas, même, quand on voit certains films, certains produits, c'est pas pour les critiquer de Borachom, mais tu te dis, oui, il est contre lui-même ce gars-là. Parce que dans les films qu'on fait, il faudrait qu'on s'analyse un peu, qu'on voit, qu'on discute sur les propos. De quoi ça parle? Et là, je parle des films, Zama, soi-disant révolutionnaires, qui traitent de la Entre révolution. parenthèses, bien sûr. Donc, je crois qu'il est temps voilà, que les choses soient claires, quoi. Anna, je suis vraiment pour toutes les expressions, mais ما تقوليش أنا ندير فين تورث ما هو. Alors qu'il est, voilà, il est je sais pas, en opposition avec l'esprit de la révolution. Oui. Total et absolu. Voilà, c'est ça. Exactement. Ce que disait un traître. Hein. Le révisionnisme. Oui, Voilà, oui, exactement ça. exactement, On parlait bien sûr, on faisait référence à Jean-Pierre Lédo pour ne pas le citer à 14h bientôt. 50 minutes pour celles qui viendraient tout juste de nous retrouver. Cette première heure a été conditionnée par l'ouvrage de Louisa Terry Lahriz, algérienne, recueillie, donc récit recueilli par Aniva, paru aux éditions donc Casbah, et son témoignage allait devenir, je le disais en sommaire de l'émission, le catalyseur d'un large débat sur la torture pendant la guerre de libération nationale. Et la thématique choisie aujourd'hui pour cette première heure, la colonisation, le réveil des mémoires. Et malgré toutes ces douleurs, Louisa Terry Lahriz, malgré ces viols collectifs pendant des mois et des mois, vous écrivez à la page 116 de votre ouvrage: la nuit, j'entendais des cris de torturés de l'autre côté de la cloison. Un beau jour, après une séance, Graziani laissa la porte de ma piole entr'ouverte. Même handicapé, j'ai immédiatement songé à m'enfuir. Dans les situations les plus ubuesques, un prisonnier veut toujours s'évader. Derrière cette porte se trouvait un moudjahed que je connaissais. Il avait été torturé au chalumeau sur les parties génitales. On n'a pas eu besoin de se parler pour se comprendre. On pensait tous deux à la même chose, se tirer. Wafi, on s'en va? N'ai-je pas pu m'empêcher de le lui lancer? Le comble de l'absurde. Il pouvait à peine tenir sur ses jambes et j'étais complètement immobilisé par mon plâtre. Et vous avez gardé quand même un semblant d'humour, malgré toutes ces douleurs. Cet humour, en fin de compte, peut-être, Louisa Terry Lahriz vous a sauvé la vie. Oui, Wafi a été atrocement Torturé, torturé comme beaucoup. au chalumeau. Et bon, la première des choses, un détenu, dès qu'il rentre en prison, sachez, la première des choses qu'il pensera, c'est comment s'évader. Il cherchera par tous les moyens comment s'enfuir. Ce que nous avons essayé, nous, dans plusieurs prisons, parce que j'en ai fait plusieurs. La première des choses, c'est essayer de regarder, essayer de chercher Voir comment. Oui, fuir. C'est la seule raison au départ. Et puis après, on voit, on accepte le sort en essayant d'accepter les autres. Parce que nous n'étions pas seuls. En parlant, on essaye de nous faire remonter le moral. Une chose, j'étais en conférence à Châteauneuf. Il y avait des gradés devant moi. Là-bas, moi, j'essayais de dire, enfin, j'essayais d'expliquer pas tout à fait enfin, j'ai expliqué comme quoi j'ai été torturée assez sévèrement. Bon, je n'ai pas prononcé le mot, parce qu'il y avait des gradés. Alors je leur ai demandé, قالوا لي Louisa, ممكن que... Enfin, ils étaient un petit peu... ils n'étaient pas tellement francs, mais ils voulaient savoir comment...
toutes les femmes n'ont pas été violées. J'ai dit, Vous aviez écoutez, du mal à dire et à prononcer ce terme de viol. oui, oui, oui. Aujourd'hui, presque 10 ans après. Hein, tout à fait. Alors je leur ai dit, j'ouvre. Est-ce que vous avez discuté avec votre grand-mère de ce qui s'est passé pendant la guerre? Elle m'a dit jamais. J'ai dit comment? Vous n'avez pas discuté ce qui s'est passé, comment? Et pourtant, il y a eu dans votre région du napalm, il y a eu une catastrophe inouïe chez vous, dans le douar, le douar où il était. Elle m'a dit, Wallah العظيم ما تكلمتش. Je dis, essayez, discutez un petit peu avec votre grand-mère et vous allez voir. J'ai dit une seule chose, elle vous dira pas qu'elle a été harcelée, qu'elle a été violée. Hein, mais elle vous dira une seule chose. Et les جزنا غير ربي اللي عاو على بالو. اللي عارف. Je dis c'est tout. Sachez que elle est passée. 4-5 jours après, ils me rencontrent en pleurant les 4. Il m'a dit, vous savez, Louisa, نبكيو قالت لنا exactement اللي قلتي لنا. جيت نقول لكم quand ils accaparent un village, les hommes en âge de monter, ils montent, il reste les femmes et les enfants. Et les militaires se vengent sur les femmes. C'est des prédateurs. Alors, c'est clair. Elles ne peuvent pas vous le dire. Elles ne peuvent pas raconter. La culture, la culture algérienne, les fils, les petits-fils, on n'a jamais parlé de cela. On ne peut pas parler de cela. Il y a des choses qu'on ne dit pas. Non, c'est sûr. D'ailleurs, maman qui était en prison, parce que c'est la maman. Exactement, vous parlez de votre parent dans cet ouvrage-là, de votre père, entre autres, qui a été emprisonné et torturé. Bon. Et quand maman était quartier femme, et un beau jour, le 20 décembre, on me présente au juge d'instruction sur brancard, et puis c'était Barbarousse. Bon, maman croyait que j'étais déjà morte. Enfin, tout le monde croyait que j'étais morte. Et puis un jour, je reviens. J'étais à Barberousse. Bon. La première des choses, c'est elle qui s'est chargée de me transporter au sanitaire. C'est elle qui s'est chargée de me changer un peu. Et elle s'est aperçue que j'étais très, très, très mal. Qu'on m'avait très mal torturée. Alors, la seule chose que je ne peux pas oublier, maman, elle a dit, Ya França Rochouassiti Fibdati. Elle a pleuré beaucoup, puis les fils, ils étaient là, bon, mémé. Puis après, elle m'a dit, Lou, s'il te plaît, dis que tu as été torturé, mais ne dis pas comment. Voilà donc un ouvrage qui est un élément de l'œuvre qui doit s'accomplir pour que les consciences dénient toute prescription au devoir de mémoire. C'est le seul moyen de prémunir les hommes contre les dérives futures, toujours possibles. Et c'est aussi le moyen de maintenir vivace la fierté que le jeune Algérien est en droit d'éprouver à l'égard de ses aînés. Algérienne de Louisa Terry Lahriz, recueillie, je le rappelle, un récit recueilli par un livre paru aux éditions Casbah.
Le Café de la Troie, c'est la colonisation, le réveil des mémoires. Il en est question aujourd'hui, le temps d'une respiration musicale et les informations. Et nous nous retrouverons cette fois-ci avec nos invités pour aborder une deuxième thématique. C'est cinéma et guerre de libération, Algérie, des batailles d'images. Bien sûr en référence à Ahmed Bejaoui, paru aux éditions Chihab. Madame, monsieur, bonjour. 15h, bientôt 4 minutes du côté du 21 boulevard des Martyrs. Et nous allons de suite siroter la deuxième heure du Café de la Troie. Et plus de 70 ans après son déclenchement, la guerre de libération continue de produire des représentations divergentes et plus ou moins personnelles. On aurait pu penser que cette longue période écoulée depuis le 1er novembre 1954 allait nous imposer une attitude de recul par rapport aux événements qui ont si dramatiquement marqué les rapports entre l'Algérie et la France. Or, il n'en est rien. En Algérie, l'immense majorité de la population est née après l'indépendance. De l'autre côté de la Méditerranée, les cadres de l'armée française sont presque tous disparus. Et à cet égard, la mort du général Ossarès, qui a incarné les méthodes de répression les plus brutales, les plus terribles, a souligné le réveil des mémoires. Jamais depuis le début du conflit, la guerre de libération n'a suscité autant d'ouvrages et de produits audiovisuels dans les deux pays. 3 générations après, la question de la transmission de la mémoire et de sa prise en charge se pose avec acuité, tant les témoins et les acteurs étaient vivants. Il ne semblait pas si urgent d'interroger l'histoire. Avec la fin des générations de la guerre, l'urgence refait surface. Cinéma et guerre de libération, Algérie, des batailles d'images. Il en est question aujourd'hui pour la deuxième heure du Café de la Troie. Et pour ceux et celles qui viendraient tout juste de nous retrouver, nous sommes en compagnie, nous avons l'honneur d'avoir avec nous Louisa Terry-Lahlis qui nous parle également, qui restitue cette mémoire tourmentée algérienne, récit recueilli par Aniva, paru aux éditions Casbah. Rebonjour Louisa Terry-Lahlis. Bonjour. Encore une fois, merci d'être avec nous. Bonjour Ahmed Ben Kamla. Bonjour Karim. Alors donc ancien réalisateur à l'INTV, ancien directeur de la Cinémathèque algérienne, réalisateur indépendant, scénariste. J'aurais du mal à vous présenter, poète. On vous doit donc la 5e saison, un long métrage habité par la poésie, je le disais au sommaire de l'émission, une adaptation de votre livre éponyme, une allégorie algérienne. Vous avez été également chef de département cinéma adjoint à Alger, capitale de la culture arabe en 2007, et Tlemcen, capitale de la culture islamique en 2011. Avec nous également Saïd Mehdaoui, bonjour. Bonjour. Alors donc, réalisateur, auteur, on vous doit Le citoyen Pierre Chollet, vie passionnante et tumultueuse d'un militant algérien, ou Les cinéastes de la liberté. Et dans quelques instants, donc justement, nous allons avoir par téléphone un autre grand curieux, un auteur également, un journaliste. Il s'agit de Abdelkrim Tazarout, qui lui également a commis 2 ouvrages, si vous me permettez, sur l'image du héros dans le cinéma algérien, juste après l'indépendance. Une question avant d'aborder le deuxième sujet, Louisa Terry-Lahlis, algérienne, cet ouvrage dans lequel vous racontez votre vie, vos emprisonnements dans plusieurs prisons en Algérie, mais également à l'étranger en France. Est-ce que vos enfants et vos petits-enfants l'ont eu entre les mains, et j'imagine que le regard vous concernant a été différent? Mon fils n'a pas accepté, oui. Mon fils n'a pas accepté. Ma fille a fait une dépression. Parce qu'à l'extérieur, on l'a montré du doigt. Et mon fils, comme fait le Jama'a, n'ont pas tellement accepté également. Enfin, ils ont tous refusé, les jeunes, hein, à l'époque. Maintenant, Vous ça parlez a changé. des années 80, des années 90. Oui, oui. Hein. Maintenant, ça a changé. Même dehors, on marchait, il y a le regard. Le regard m'a tué. Le regard des gens vers moi, il visait une partie de mon corps auquel j'ai énormément souffert. Et vous en gardez encore jusqu'à aujourd'hui les traces? Oui, parce que les traces sont là. Sont toujours là. Elle témoigne de cette violence terrible dont vous avez été victime. Tout à fait. On n'en guérit pas. Mais dans le Je regard... ne pense pas que... J'ai tout fait, mais on n'en guérit pas. On est profondément... On est marqué au fer rouge, hein, Louisa Terry-Lahlis. Oui, tout à fait. On ne peut pas, même en changeant de sujet, en changeant d'habit, soi-disant, en changeant de cadre, en essayant de pas...
de penser à autre chose. J'ai fait mes études, j'ai essayé de lire. Maintenant, maintenant que j'ai pris de l'âge quand même, j'aimais lire, mais maintenant je ne peux plus, bien sûr. C'est mon âge qui me fatigue un peu et mes yeux également. Mais ces actes odieux me reviennent souvent. Vous me disiez pour la préparation de cette émission, Karim Amiti, aujourd'hui, je vis et survis avec des fantômes. Oui, Et la c'est nuit, des ombres. et la nuit, je ne peux plus dormir si la mémoire est éteinte. La Non. lumière Non, est non, éteinte. c'est pas possible. J'ai envie de réagir, moi, sur, Saïd Mahdaoui. sur les gens qui. Rapprochez-vous du micro, on ne vous entend pas. Sur les gens, les Algériens de maintenant, qui jugent, qui déjugent aussi une icône de la révolution. Mais comment peut-on juger celle même qui les a libérés du joug Justement, colonial hein ça, je trouve indécent. Ou le terme indigne, indigne. et indigne aussi. C'est pas. Pour moi, كل ما نتلاقى بها plusieurs fois نتلاقى بها, je marche directement pour l'embrasser. Elles se sont, elles et ses sœurs et ses frères et sœurs, ils sont sacrifiés pour qu'on naisse libre. Non. Tout à fait. Et on trouve le moyen de le faire subir encore un regard inquisiteur. Mais ça veut dire. Moi, j'ai pas les mots. Karim, C'est- si je Ahmed peux Ben Kabla, bien permettre- sûr. Je crois qu'il y a, Oui, maintenant, oui, je crois qu'il y a aussi un travail sur notre société. C'est-à-dire, bon, on s'est accusé les autres, etc. Mais par rapport à notre société, je crois que. Les années il y a- 90 n'ont rien arrangé à Non, l'affaire ni à même l'histoire. sans ça, là, laisse-moi aller sans ça. Même avant, même après. C'est vrai qu'on a le haya. On a la pudeur, oui. Et c'est bon la pudeur. Mais on doit avoir aussi avec ça une certaine responsabilité d'être, une certaine conscience d'être ensemble, de dire, de dire, Yassidi, avec nos mots, mais de dire pour que. C'est-à-dire, les gens, au lieu de les honorer de leur sacrifice, on est en train de les accuser une deuxième fois, une autre fois. C'est pas normal. Il faudrait dénoncer ça, mais pas que. Mais c'est ce que nous faisons Oui, à oui, travers bien les sûr, tout à fait, témoignages tout à et. fait. Mais je veux dire, dans la société, tout le monde doit y participer. Ouais. Et à commencer par, je ne sais pas moi, les faiseurs d'images. Eh ben justement, si vous êtes là, c'est justement à travers. Juste, Allez-y, Ahmed Ben Kabla. Oui, merci Karim. Juste pour réagir toujours au propos émouvant de Madame Iril Haris, elle est l'icône du déshonneur de la France coloniale et de la France actuelle, qui parle de déshonneur. Elle est l'icône du déshonneur de cette France. Elle qui, à cet âge-là, parle avec des mots. L'icône terne. Oui, notre icône, bien sûr, évidemment. L'icône de notre honneur. De notre honneur. Ouais. Et de leur résistance. déshonneur. Et elle est. Mais le reflet, je veux dire, le j'ai reflet. compris, Le reflet. Saïd, oui, j'ai compris. La preuve, Oui, la preuve. Elle représente, si vous voulez, La preuve de leur déshonneur. la preuve de leur déshonneur. Tout à fait. C'est Mahli Ahmed, mais c'est juste. Eux qui, pour revenir, obligés de revenir un peu à l'actualité, eux qui parlent du déshonneur à propos d'un écrivain qui est confronté à une affaire de justice. Et la justice suit son cours, justement. Pour avoir, Nous avions provoqué même un débat il y a quelques semaines ici même concernant ces auteurs-là, Oui, à c'est savoir vrai que les Kamel responsables, Daoud et. on a géré. Oui. Vous avez dit qu'un responsable, qu'un Ouais, cadre ouais, de l'État. bien Non, sûr. non, pas, oui, On a bien absolument, profité de l'État. Problème absolument. Saint-Sal, Voilà, hein. on peut revenir au sujet dont tu parlais tout à l'heure. Et donc, en profitant d'une affaire de justiciable pour avoir proféré, non seulement proféré, mais émis plus qu'un doute sur nos frontières. Et notre légitimité. Et la légitimité De tout un peuple. nos frontières, et qui ose parler de déshonneur. Et le déshonneur, il est là, dans ce que la France a fait de l'Algérie pendant 132 ans. 132 ans. Madame Iril Haris, ici présente, parle d'un vécu cauchemardesque d'il y a à peine 70 ans. Mais ces Et horreurs... c'est un passé récent. C'est un passé récent. Ouais. Et si on accumule, Et encore si on tourmenté. comptabilise toutes les scènes d'horreur, de barbarie en 132 ans, même, disons-le nettement, même les excuses ne suffiront pas.
et même pour les Français d'origine qui ont été pour la cause algérienne, pour l'indépendance de l'Algérie, on a beaucoup. Parmi eux, Pierre Chollet, qui était à l'origine Chollet, européen, oui. mais lui, Qui était déjà dans le maquis. ouais, en 45. Le 2 novembre, il était acquis. Le 2 novembre 54. Non, je parle de cinéma. Il Je sais, était déjà je dans sais. l'équipe cinéma Je dis du le, JPR. oui, j'ai fait un film dedans. Oui, Enfin, je suis le premier à traiter de ce sujet, de la naissance du cinéma algérien dans le Oui, oui. maquis, etc. Non, mais je parle des Français qui ont été pour l'indépendance d'Algérie et à des degrés divers au niveau de l'implication. Et ces gens-là, et quand on reprend leur discours, le réseau Johnson, Yves Tan, Audin. Audin, etc. Et ils parlent, eux, leur engagement en faveur de l'indépendance de l'Algérie, c'est pour l'honneur de la France. C'est Eux terrible. ont sauvé l'honneur de la France. Quelle France? La France de tous les temps, pas la France coloniale, puisqu'ils étaient contre. Vautier aussi, je dis la même chose. J'ai pas les termes parce que j'ai pas fait. Mais je veux dire, on peut retrouver leur dire. Et même, alors dans le film de Pierre Chollet, d'ailleurs, je l'ai mis à la fin cette séquence où les gens qui l'ont vu pratiquement au dernier jour, il a dit je n'ai pas trahi. Parce que lui, c'est quelqu'un qui a suivi son chemin selon ses principes, et des principes qui viennent de son éducation, de sa religion, de Ses sa valeurs. civilisation. Oui, ses principes et valeurs. Son humanité, Et son identité. cette éducation, cet ensemble de valeurs a fait de lui, dès l'âge de 15 ans, d'après mes travaux, une prise de conscience extraordinaire. Alors qu'il était dans un milieu franco-français d'Alger. À 15 ans, il ne connaissait pas d'Algériens. Autres, je parle des Algériens indigènes. Il connaissait un seul garçon quand il était plus jeune, hein, qu'il rencontrait pendant ses vacances. Mais ces gens-là, eux, ont l'honneur de leur peuple, de leurs ancêtres, de leur nation. Mais pas ceux qui parlent maintenant de déshonneur. Mais vous dites, hein, pour le titre, le citoyen Pierre Chollet, vous dites, monsieur, j'allais dire Mehdaoui, la citoyenneté est importante et elle est au centre de mon travail. Chollet est un citoyen algérien Bien que sûr. peu de gens connaissent. Il est malheureux qu'on le qualifie encore d'ami de l'Algérie ou de la révolution algérienne. Ça, alors c'est qu'il notre est, problème à nous. oui, qu'il est algérien à part Ouais. entière. Ouais. Il est temps qu'on reconnaisse son militantisme pour l'indépendance de l'Algérie, son engagement en Total. tant que médecin après l'indépendance et son combat Même. contre la tuberculose. C'est un film de 63 minutes qui restitue également la mémoire. Et d'où ma question donc justement par Si rapport... je peux rajouter, parce qu'il y a des choses que je n'ai pas mis dans le documentaire. Oui, Lui, il était aussi médecin de l'ALN. oui il tout est à fait. capitaine de Tout à, l'ALN. tout à fait, ouais. Il était fondateur parmi les fondateurs du Moudjahid et parmi les fondateurs de l'APS elle-même. C'est quelqu'un qui a construit cette Algérie, pas avec d'autres, pas seul. Et en plus, même après l'indépendance, il s'est donné totalement à la médecine algérienne fait, en tant ouais. que citoyen. C'est pas quelqu'un qui cherchait les honneurs, c'est Madame le connaît très bien. D'ailleurs, au départ, il refusait même qu'on fasse un film sur lui. Et dans son travail de médecin, l'Algérie a eu l'honneur, et ça c'est un truc extraordinaire et rare, d'être la locomotive de la lutte anti-tuberculose dans le monde, grâce à Chollet et son équipe. Bien sûr qu'il n'était pas seul. Une personnalité pareille. Ouais. Mais au lieu d'en faire un exemple, un repère, l'histoire, elle est presque oubliée. Et moi, quand je projette ce film, pas à Alger, quand je le projette à Khamis Meliana, Skikda, Tebessa, ailleurs, eh ben, il y a des gens qui se sont dit, mais qui fait ma na'arfouch? Alors, des gens instruits, hein. Et il y en a parmi eux qui ont pleuré parce qu'ils ne le connaissaient pas. Cinéma et guerre de libération, Algérie, des batailles d'images. Il en est question pour cette deuxième heure, pour justement décoloniser cette histoire. Nous avons avec nous à 15h17 ici au Café de la Troie par rapport à la thématique d'aujourd'hui. Abdelkrim Tazaroud, bonjour.
Bonjour. Merci d'être avec nous en direct parce que vous ne pouviez pas être avec nous physiquement étant donné que vous êtes à Béjaïa. Dois-je également rappeler à Abdelkrim Tazarout que vous êtes journaliste, écrivain et depuis quelques temps vous nous faites de l'ombre à travers votre émission, donc je vous le rappelle, qui est diffusée tous les vendredis de 10h et ce jusqu'à 11h. Vous êtes l'auteur de plusieurs biographies de chanteurs algériens et de 2 essais sur le cinéma algérien, dont le cinéma algérien et donc Guerre de libération nationale, l'image du héros qui décortique le cinéma algérien, qui est dédié au combat libérateur à travers bien sûr ces hauts faits et héros portés à l'écran au lendemain de l'indépendance. On a souvent entendu dire, Abdelkrim Tazarout, un seul héros, c'est le peuple. Et d'où, dans cet ouvrage-là, si je me trompe, vous me rectifiez bien sûr, du coup vous avez donné une image plutôt très humaine du héros dans cet ouvrage. Oui, d'abord, une mise au point, tu es indétrônable, cher Karim. Bien sûr, et bien sûr. Je n'ai pas ta classe, je n'ai pas ton débit. Oui, un débit assez important. Pour revenir à l'image du héros, c'est vrai que le peuple a payé un lourd tribut pour la guerre de libération. Oui. Mais c'est vrai aussi qu'il y a eu des hommes tels que Cholet, le citoyen Cholet. Ce sont nos repères. On a eu Ben Mehdi, on a eu Abban, on a eu Ben Boul'id, on a eu les 6 historiques, on a eu un peu partout. On a eu Sil Hawass, on a eu des jeunes. Ils étaient jeunes, alors attention. Hein, Exactement. parce qu'ils étaient jeunes et ils ont compris que la politique ne menait pas à rien. Parce que la France coloniale, elle est venue pour rester. Et c'est une colonisation de peuple. Déjà, colonisation, ça veut tout dire. Colonisation, ça veut tout dire. C'est hideux comme image. Et celui qui a dénoncé, on a parlé, Saïd Bataoui a parlé de René Botti, celui qui a dénoncé le colonialisme français dans un super document, Afrique 50, dans un super documentaire, lui a valu une condamnation à 2 ans de prison pour trouble à la sûreté. Alors, vous voyez qu'on a quand même des repères, et ces repères sont importants. Récemment, le président de la République, lors des assises sur le cinéma, a insisté pour dire, effectivement, il faut mettre en lumière ces gens-là, c'est nos héros de la Révolution, même s'il faut de temps en temps aussi parler de la bravoure du peuple, de ce qu'a subi le peuple, mettre un peu en lumière aussi le combat des femmes. Le combat des femmes a été important. Oui, tout à fait. Et pour contrecarrer cette propagande, je ne vais pas dire l'image, mais c'est une véritable propagande. Les premiers colons qui sont venus, c'est-à-dire quand il y a eu l'expédition, ils ont ramené des armes, ils sont venus avec des armes, mais la France coloniale est venue avec des photographes, des peintres et des caméramans. Ils ont filmé quoi? Ils ont filmé la violence. Ils ont filmé comme les peintres ont essayé, mais dans ce qui a été diffusé, c'était quelques petites séquences où on voit des militaires soigner des gens dans les gourbis qui venaient de brûler, bien sûr. Hein, ces populations qui ont été déplacées, expropriées. Cinéma de l'armée, oui. Ça, c'est la propagande. Donc, la mission d'abord politique de l'Algérie est de construire des images, et celle de nos artistes, de nos cinéastes, et de donner une autre image. Eh bien, justement. Une véritable image. Oui, justement, Abdelkrim Tazarout. Pardon, juste cette idée de contenu, parce que eux, même des écrivains sont mis à la partie. Victor Hugo a cautionné la barbarie coloniale. Exactement, tout à fait. Tocqueville aussi a cautionné cette barbarie. Donc, c'est tout le monde. Et les derniers en date qui cautionnent, les derniers en date, ce sont les autochtones, les porte-paroles des néocolonialistes, c'est les Daoud et les Sansal. C'est-à-dire, la guerre continue. Oui. Sur le plan médiatique. Après la guerre du son, c'est la guerre des images et des idées.
c'est vrai. Oui, alors pour parler justement du réveil du moins des mémoires Abdelkrim Tazarout et pour revenir à la thématique de cette deuxième heure ici au Café de la 3 Cinéma Guerre de Libération, Algérie des batailles d'images, vous me permettez de revenir sur une des réalisations de René Vauthier, l'infatigable militant de la cause algérienne qui avait réalisé un documentaire au titre évocateur, Déjà le sang de mai ensemencé novembre. Il avait donné dans son film documentaire la parole à d'illustres témoins comme Kateb Yassine. Il rétablit un certain nombre de vérités sur le crime commis par le colonialisme 45. en Algérie, vous le disiez bien sûr, en 45. Et malheureusement, ce film, comme beaucoup d'autres réalisés par Vauthier, n'ont jamais été diffusés par les chaînes françaises. Et quelques années plus tard, Mehdi Alaoui signait un certain novembre 1945 un témoignage émouvant sur les massacres perpétrés par les milices et l'armée française sur des populations désarmées. Alors justement, ma question, je vous la pose à vous et ceux qui sont avec nous dans les studios. Est-ce que réellement, aujourd'hui, 70 ans après, le cinéma est arrivé à, justement à, non pas à désamorcer, mais justement à là, je perds pratiquement mes mots, Abdelkrim Tazarout, à décoloniser l'histoire? Il y a encore un grand travail à faire. Il y a encore un grand travail à faire. Vous faites bien de le dire. Aucun film qui a traité de la guerre de libération n'a été diffusé normalement. Il faut juste rappeler qu'un exploitant qui a essayé de diffuser la bataille d'Alger en 1972 a vu sa salle exploser. Donc, c'est clair. En France. En France, Ouais. Tu précises. En France, bien sûr, en France. Et plus récemment, donc, quand hors la loi de Bouchar a été sélectionné, il y a eu tout un levé de bouclier des manifestations même. Levé de bouclier. Oui. pour interdire ce film. Ouais. Donc ils veulent pas voir, ils ne veulent voir, et même le cinéma français est resté muet pendant cette période. Cette période. Il y a eu des ouvrages, des livres. Quelques films vraiment rares où on fait allusion, par exemple les films de Godard, où on fait seulement allusion. Mais c'est pas suffisant. La balle est dans notre camp. Moi, je viens de lire un excellent ouvrage de Karima Ait Dahman, qui a écrit sur les crimes de guerre de la France durant la période de 1830-1870. Ce sont les témoignages des bourreaux eux-mêmes. Et ils ont tiré fierté, satisfaction. Ils disent le nombre de citoyens tués. Alors, pour ne pas se fatiguer, ils coupaient les oreilles pour compter les cadavres. Ils exposaient les têtes coupées. Les premiers égorgeurs, les têtes coupées, c'était eux. C'est pas l'œuvre des autochtones, mais l'œuvre des barbares colonisateurs. C'est vous dire, ce sont des... donc, elle les combat avec les déclarations de ces sanguinaires. C'est vraiment un livre à lire, c'est édité chez la NEP, c'est vraiment incroyable. Donc, le premier travail qui doit être fait, c'est contre l'oubli. Moi, je me bats, j'en fais mon cheval de bataille, c'est la mémoire. La mémoire. J'étais avec Saïd, mon ami Saïd Madawi, à Sidi Bel Abbas, quand il devait projeter son film. Et on a accosté, on était dans un café, on a accosté un type de la soixantaine et qui parle, visiblement instruit. Et on lui a dit, viens ce soir voir un film qui s'appelle sur le citoyen Cholet. Et Saïd Daoud de lui poser, vous connaissez bien sûr. Il lui a dit non. Je n'en revenais pas. Et récemment, un ami médecin, il m'a dit, je prends le billet de 200 2000 dinars, je le montre à des jeunes, des étudiants, et je leur dis, si vous me donnez les noms des sites historiques, regardez le billet, il est pour vous. Et il était incapable de donner les noms des sites historiques. Vous voyez tout le travail qu'il reste à faire. Ouais. Et des livres, et des films documentaires, et des longs métrages doivent être... Il faut réussir aussi la bande dessinée. Ah oui, ça a été fait par la jeune génération. Non, mais ça a été fait, je peux vous le dire. Nous avions pendant de longues années reçu des BDistes, mais d'un talent terrible qui justement revisitent à leur façon 40 ans, 50 ans après l'histoire de l'Algérie tourmentée. Je suis heureux de l'entendre. Alors,
L'impact de l'image et du son du cinéma, l'importance. Quand les pionniers algériens qui ont dit la caméra est une arme, c'est une véritable arme. Tout à fait. Alors, son impact est incroyable. Mais cet outil, il faut le mettre d'accord à l'école, au collège, au lycée, dans les universités. Saïd Mehdaoui, avec son film, doit être invité partout. Bah c'est déjà un bon début. Hein. Des films de Saïd Oulmi, Oui. la même chose. Des films de notre ami Ali Yadi, la même chose. Et j'en passe, tous les documentaires qui ont été faits, il faut les exploiter. Eh ben écoutez, cela dit en passant, pour revenir au cinéaste de la liberté de Saïd Mehdaoui, il est également dans ce genre de questionnement que nous retrouvons également dans votre livre Cinéma algérien, guerre de libération nationale, l'image du héros. Saïd Mehdaoui il est réellement dans plusieurs questions. Comment naquirent ces images? Qui sont ces braves cinéastes? Dans quelles conditions ces pionniers du cinéma national ont-ils relevé ce défi et avec quel état d'esprit? Ça, c'est bien sûr les cinéastes de la liberté. En tout cas, Abdelkrim Tazarout, quel temps est-ce qu'il fait à Béjaïa aujourd'hui à 15h28? Eh ben, il fait un temps splendide. C'est ça que nous avons. La richesse de l'Algérie, c'est ce ciel bleu. Oui. Je suis à la brise de mer. La brise de mer, c'est là où Saïd Mehdaoui a assisté notre ami Jamal Allam pour faire son film Bon public. Ouais. Donc, j'ai toute la Méditerranée à moi tout seul. Je sirote un café et je vous embrasse de Béjaïa. Merci beaucoup, Abdelkrim Tazarout, en direct avec nous, en direct de Béjaïa, à travers votre ouvrage Cinéma algérien, guerre de libération nationale, l'image du héros. Bien justement, on va revenir à votre ouvrage avant d'aborder les questions cinématographiques, je le rappelle pour cette deuxième heure, Cinéma et guerre de libération, Algérie, des batailles d'images. Louisa Terry, la Haliz algérienne, récit recueilli par Anivao, paru aux éditions Casbah. Vous pensez avoir tout dit dans cet ouvrage-là, ou est-ce qu'il y a des choses, encore une fois, des épisodes de votre vie de prisonnière que vous ne pouviez malheureusement pas écrire et résumer dans un seul ouvrage? Tout à fait. Je n'ai pas tout dit. C'est clair. Parce que, Ce qui pourrait également être le titre d'un ouvrage. Je n'ai pas tout dit. Oui. Il y a des séquences auxquelles je n'ai pas pu aller plus loin. Vu La violence. la violence, vu comment le peuple algérien a pas accepté, il n'a pas accepté tout à fait ce que je dénonce. La raison pour laquelle je me suis arrêtée de continuer ce que j'ai vu, j'ai assisté et en plus on m'a pas encouragé, mais on m'a bousculé pour assister. Ouais. C'est un ouvrage pour lutter contre l'oubli ou un ouvrage vous l'avez écrit pour lutter contre vos propres oublis? Contre l'oubli. Et restituer ces vérités. Oui. C'est contre l'oubli parce que beaucoup de mes amis n'ont pas pu et n'ont pas voulu continuer, n'ont pas voulu du tout écrire ce qu'elles ont subi. Et vous l'écrivez à la page 257, Louisa Terry Lahriz, au bout de tant d'années, parler de la torture me délivre et me soulage. Mon témoignage a provoqué aussitôt un tollé parmi les officiers français qui avaient servi en Algérie. Certains ont reconnu leurs méfaits, d'autres continuaient à les nier, tel Bijard. C'est finalement le général Massu qui, tout en affirmant ne pas se souvenir de moi, a du moins confirmé la mort de mon sauveteur. Il était même prêt à me mettre en contact avec les membres de la famille du docteur Richaud. Ces deux filles se sont manifestées d'une manière fort réservée. Par ce livre qui fait suite à mon témoignage, je souhaite que la vérité éclate
Je souhaite que les Français sachent qu'en Algérie, entre 54 et 62, il ne s'est jamais agi d'une opération de maintien de l'ordre ni d'une pacification. J'écris pour rappeler qu'il y a eu une guerre atroce en Algérie, qu'il n'a pas été facile pour nous d'accéder à l'indépendance. Notre liberté a été acquise au prix de plus d'1 million de morts, de sacrifices inouïs, d'une terrible entreprise de démolition psychologique de la personne humaine, je le dis sans haine. Car les jeunes générations ne savent pas. La grande majorité se fie à l'histoire officielle, actuellement filtrée et aseptisée. Or, on ne peut plus éluder ces années tragiques, continuer à mentir par omission à leur sujet. On ne peut plus cacher qu'il y a eu trop de nombreuses exactions, des exécutions sommaires, des corvées de bois. Plusieurs milliers d'hommes y ont participé. D'aucuns n'acceptaient pas ce qu'ils ont vu. Le souvenir est lourd à porter. Athée ou croyant, il est taraude. Je souhaite ne plus jamais entendre parler de torture morale et de torture physique. Et cet ouvrage, on le souhaite, on souhaiterait que la jeune génération soit vraiment curieuse de l'avoir entre les mains, le mettre entre toutes les mains, d'abord dans les institutions, dans les écoles. Et j'espère. J'ai fait plusieurs écoles. Ouais. Elles avaient tout mon ouvrage. Je suis fait partie. Je les ai fait travailler. C'est elle qui me posait des questions à tête de telle page. C'est comme ça que dans plusieurs lycées, j'ai fait j'ai essayé de mémoriser ce que les Algériens ont dû supporter, l'insupportable. Et la haine encore habite certains esprits de l'autre côté de la Méditerranée. Oui. La haine, on parlait tout à l'heure de déshonneur. Nous, ce que je ne cesse de leur dire, nous n'avons jamais, au grand jamais, nous avons jamais milité contre le peuple. Au contraire, le peuple français nous a aidés. Une partie du peuple français nous a aidés. Nous n'étions pas contre le peuple algérien, mais nous étions contre un système colonial. Le système colonial. Tout à fait. Alors il y a une grande différence. Parce que des camarades françaises et français ont été torturés, ont été incarcérés. On a vécu des longues années dans les prisons. Donc aujourd'hui, ce n'est pas nous ne voulons pas au gouvernement, nous ne voulons pas au peuple français, mais nous voulons au gouvernement de n'avoir pas suffisamment pris le courage, s'il faut, de s'excuser. C'est tout ce que nous demandons, d'aller excuser et réparer la catastrophe des effets du nucléaire. Louisette Eril Hriz, algérienne, je le rappelle, recueillie à Alger par Aniva, qui avait obtenu le prix Albert Londres pour Chienne de guerre aux éditions Fayard en 2000. C'est un récit autobiographique qui retrace votre vie, Louisette Eril Hriz, militante de haute figure de l'indépendance pour l'Algérie, et un ouvrage qui est emblématique de la douloureuse histoire franco-algérienne, à l'heure où, près d'un demi-siècle plus tard, d'aucuns font et diffusent des apologies de la torture. On va revenir donc à notre thématique avec vous, donc justement, Ahmed. Aujourd'hui, je suis réellement pris dans ces témoignages et dans cette douleur que j'ai retrouvée dans l'ouvrage, je le rappelle encore une fois, de Louisette Eril Hriz, Saïd Mehdaoui, mais également Ahmed Ben Kamla. Quand vous l'écoutez depuis le début de l'émission, cela vous donne, je l'imagine, cette envie de vouloir encore une fois lutter contre l'oubli et lutter contre l'amnésie ambiante et l'enregistrer pour justement les générations d'aujourd'hui, les générations futures à travers des films documentaires, et l'un et l'autre. Comme tant d'autres, au passage. Justement, à ce propos, je voudrais faire un constat amer, d'autocritique aussi, objectif et d'autocritique. En relisant, préparant l'émission, en révisant un peu le parcours cinématographique de l'Algérie indépendante, je constate que les films sur la révolution, sur la guerre de libération nationale, se comptent sur les doigts de deux mains.
Vous faites référence au film... non, long non. métrage, je Oui. parle de long métrage cinéma. Ouais, de qualité, hein, de qualité. De Oui, métrages. c'est vrai. Et par rapport... Parce qu'il y a eu énormément d'autres films, bien sûr, pendant les grands par rapport événements à organisés par l'Algérie. Hein. À la période... pendant la guerre de libération, on Pendant, dirait qu'il y avait une volonté de produire dans les maquis. Alors, quels sont les films qui ont été produits Pendant la guerre depuis l'indépendance? depuis l'indépendance, bon, Des longs ça- métrages, pas de longs métrages. Ouais. il y a une dizaine jusqu'aux années Une 90 dizaine et voilà, une autre absolument. dizaine de enfin, C'est 5 ou 6 L'aube des biopics. damnés, Une si jeune paix, Le vent des Aurès, Tout à fait. Patrouille à l'Est, Hassaner, Patrouille à l'Est, L'opium et le bâton, Les enfants de novembre, Noah de Abzé pour la RTA, Les enfants de novembre. Zone interdite, Les enfants de Ahmed novembre. Lalem, Chronique des années de Brest, bien entendu, Palme d'Or, mais ça c'est pas la guerre et comique, c'est Zabana, avant. et l'un des derniers de notre ami défunt, Allah yarhamou Nasreddin Knifi. Le camp, Nous n'étions pas, Ah, nous enfin, le n'étions camp. pas des héros, d'après le livre Le Camp. de Hamid Il y a aussi les Bouzi. biopics Moussa Ben Boulaïd, Karim Ben Qassem. Oui, ils sont plus récents. Plus récents. Plus récents. Mais sur une période Après de 2000. 70 Mais là, ans, on fait référence aux films de qualité. Hein. mais sur une période Parce qu'il y a eu, non, parce qu'il y a eu beaucoup de films aujourd'hui qui ont été faits dans le cadre Oui, d'Alger, capitale de la culture arabe, et bien d'autres Non, pas qui étaient de arabe. moindre. Je sais pas, j'ai Constantine. Captain Arabe. Non, non, mais ça a été d'autres. Il y a d'autres tentatives de production Mais non, et de mais- réalisation. Sans parler de qualité, c'est de long métrage cinéma. Voilà, Donc, Ex- avec- exactement il y ça. a eu- Avec il y a eu, budget, long métrage cinéma. Ouais, ça et d'autres a films qu'on n'a été- jamais vus au pour moi, passage. Il y a eu une rupture au niveau cinéma dans les années 70, surtout après Omar Guedlatou. Mais- Et qui est le cinéma algérien, a pris le chemin du social et de la revendication plus sociale et identitaire, disons, que par rapport à la mémoire du vécu algérien pendant 132 ans. Ceci est bien sûr à déplorer, mais nous en sommes aussi nous-mêmes responsables. Oui. Maintenant, Par rapport les aux causes- moyens, par les rapport causes sont multiples. à faire mieux- Moi, la- je témoigne mon admiration pour Saïd qui est Qui d'une fait de la génération résistance. avant moi et qui maintient Avant, toujours avant toi, à peu près avant toi, après toi. après moi, pardon. Et je lui témoigne mon admiration pour son obstination à faire des documentaires sur cette période. Après les cinéastes de la liberté, après Cholet, j'espère d'autres. Mais Il est pour toujours le- sur un projet, Saïd Madawi, hein, toujours. Pour le reste, je peux le dire, mais avec amertume, que ce n'est pas assez. C'est jamais Et- assez. et Eh bien, vous savez, Tazarout, justement, à propos de notre ami Tazarout, m'avait posé la question pour son dernier ouvrage que L'image du j'avais héros. Cité. Est-ce cinéma que algérien l'Algérie- égale libération est-ce que nationale, l'Algérie l'image a du héros. fait Beaucoup Assez. de films sur la période sombre de l'Algérie. Je lui ai dit non, par rapport à certains pays comme les États-Unis, comme y compris la France, par rapport à ces guerres, à la première ou à la deuxième guerre mondiale, l'Algérie n'a pas fait beaucoup de films. Disons, sans parler de qualité, mais déjà au niveau. C'est par rapport aux moyens, messieurs, parce que on va C'est revenir. difficile. On va Les causes sont multiples. Oui, mais on va revenir à l'actualité, donc justement, messieurs, à 15h, bientôt 41 minutes. Dans une allocution prononcée à l'ouverture des Assises nationales sur le cinéma du Centre national, bien sûr, qui ont eu lieu au Centre international des CIC. conférences, le CIC, le président de la République, Abdelmajid Tebboune, a souhaité que ces assises débouchent sur des résultats et des recommandations à même de permettre au cinéma algérien de retrouver son lustre d'antan, rassurant les professionnels, c'est-à-dire vous, du secteur, que l'État financera leurs projets. Et justement, il s'est adressé aux participants. Le président de la République a déclaré « La création est libre, vous avez une liberté absolue dans vos créations artistiques, à l'exception de ce qui porte atteinte à l'Algérie. Le secteur du cinéma peut créer des milliers d'emplois », a-t-il soutenu, invitant les participants à ces assises à exprimer leur avis, à soumettre leurs propositions en toute liberté. Il insiste sur la liberté
liberté, notamment en ce qui concerne la formation, tout en veillant bien sûr à trouver des solutions aux problèmes soulevés dans celui des salles de cinéma. Quiconque souhaite investir dans ce domaine, l'État lui garantit le foncier et le financement en vue de créer un climat culturel permettant davantage de progrès et de développement pour notre pays. C'est une excellente nouvelle pour les professionnels que vous êtes, Ahmed Ben Kamla et Saïd Mahdaoui. Moi, j'étais présent. Oui. Alors, pour moi, ce discours du président de la République est tout simplement historique. C'est une première. Historique. Ouais. C'est depuis le congrès de la Soumane, là je reviens au cinéaste de la liberté, et c'est un travail, c'est un thème qu'on a traité, fait le film, où les responsables de la Révolution ont insisté sur la bataille de l'information et du cinéma. C'est écrit dans le congrès même, dans la charte. Et ben depuis, c'est la première fois qu'un chef d'État algérien, d'ailleurs lui, moi je me rappelle quand il était chef du gouvernement, il parlait d'industrie du cinéma. Bon après, il n'est pas resté longtemps. Quand il est revenu pour la campagne électorale, il y avait 2 points de sa campagne qui concernaient le cinéma. Une fois président de la République, il a lancé son vœu de relancer, d'industrialiser le cinéma. Bah justement. Et dans ce discours, qu'est-ce qu'il dit, entre autres? Il dit que depuis 4 ans, les attentes, le résultat n'est pas à la mesure des attentes. 1. 2. Il affirme concernant le financement, التمويل, ما لازمش يكون مشكل. كاين دراهم وكاين devises. Il a dit comme ça. Parce que c'est la symbolique. Au départ, il parlait avec un texte préparé, etc. Au bout de 2 phrases, il a le texte, il met de côté, il nous parle avec des mots simples, des mots sincères, c'est ce que j'ai ressenti, et des mots profonds. Et il a dit, son discours dépasse les attentes des cinéastes militants du cinéma, etc. C'est-à-dire, quand on réclamait une certaine liberté d'expression, lui, il dit, par rapport à la créativité, vous avez la liberté absolue. Et juste après, il dit, prenez soin de votre peuple. La liberté de dire et de penser, nous allons y revenir dans une poignée de secondes sur les ondes d'LG 3, il est 15h44. Et c'est déjà 15h, il est déjà 15h47 minutes, nous abordons les 10 dernières minutes avant la fermeture des portes du café de la 3 à travers, nous le disions avant Adan bien sûr, nous revenions sur l'ouverture bien sûr des assises nationales sur le cinéma au centre international, donc à Abdelatif Rahal, je le rappelle encore une fois, où le président de la République a souhaité que ces assises débouchent sur des résultats et des recommandations à même de permettre au cinéma algérien de retrouver son lustre d'antan. Que faudrait-il réellement faire aujourd'hui pour revenir non pas à il y a 30-40 ans, mais comme aujourd'hui débloquer tout cela et prouver surtout qu'il y a aujourd'hui une masse de jeunes réalisateurs qui ont du talent, qui ont de l'imagination, qui veulent tout simplement produire. Non, ça n'a jamais été une question de talent ou pas. C'est une question de conscience. Actuellement, maintenant, ce que je constate, moi, de ces assises, c'est qu'il y a une conscience au niveau des plus hautes autorités de l'État, comme pour ceux qui pratiquent, qui sont sur le terrain dans le domaine du cinéma. Donc la conscience est partagée. Il y a cette conscience de ce qu'on appelle le soft power, parce que le cinéma, maintenant, tout le monde est d'accord, est un outil extraordinaire pour lutter pour défendre notre identité, notre existence en tant que peuple, en tant que nation, etc. Eh ben justement, ça c'est bien. Oui. Maintenant, comment faire? Nous, auparavant, parce que on a toujours vécu dans la difficulté. Vous avez parlé des films que j'ai faits, mais il faut savoir que ces films-là ont été faits avec juste même Cholet, avec des budgets très très limités. C'est-à-dire nous, on part perdant. Comme même mon projet actuellement, j'ai un projet de long métrage, et avec mon producteur, pendant 1 année et demie, il a essayé de faire un montage financier après l'accord de l'aide de la commission d'aide du ministère de la Culture, où on a eu à peu près 25% du budget, mais il n'a pas pu trouver ne serait-ce qu'un sou. Maintenant, devant ces difficultés, il y a une réponse politique du premier responsable de ce pays. Oui. Et il dit, on n'a pas de problème, on n'a pas de problème de financement.
Maintenant, c'est à vous, dans vos propositions, dans vos travaux, de trouver les mécanismes. Ah bah Bien justement, sûr. le président de la République a souligné à cet égard que notre pays s'est lancé dans une nouvelle dynamique de développement pour se hisser au rang des pays développés. Il est temps que la culture en soit le couronnement, expliquant avoir préféré reporter ses assises à cette date afin que nous puissions les tenir en ayant atteint le niveau économique actuel, réaffirmant à cette occasion que notre pays est en passe de devenir un pays émergent. Et donc justement, après avoir salué l'histoire riche du cinéma algérien, le président de la République a rendu hommage à tous ceux qui ont fait sa gloire parmi les enfants du pays et ses amis étrangers, soulignant que le cinéma algérien a été construit par des femmes et des hommes qui se sont engagés pour le pays seulement avec une volonté révolutionnaire. Le cinéma algérien est né lui aussi de la révolution de libération nationale, a-t-il poursuivi. Tout à fait d'accord. C'est un... ouais, Bien sûr. vous y étiez également, mais vous en tant qu'indépendant... Oui. Parce que moi, je suis indépendant. Oui, oui, ben, je le disais. Indépendant. Mais pour ceux qui ne le Non, savent peut-être en pas. tant qu'absent. D'accord. Les assises, d'accord. En tant qu'absent, excusez. Malade. Pour des Physiquement raisons seulement. de maladie, mais j'ai suivi tous les travaux grâce à la télévision nationale et à la radio. Ce que je peux dire déjà d'emblée, c'est que d'abord, et c'est très important, la prise en charge au niveau suprême de l'État. C'est une première, nous le disions tout à l'heure. Hein. Et ça a une courageux. charge, Ouais. une charge symbolique énorme. Maintenant, soyons réalistes. Tous les discours les plus positifs, les plus optimistes, valent aussi par ceux qui les mettent en œuvre, par les hommes. Et là, en l'occurrence, il y a La première instance des du pays. institutions, qui en sont responsables. La deuxième chose très importante, et là on rentre dans les mécanismes de financement dont parlait Saïd, et qui sont vraiment le handicap, c'est les mécanismes existants jusqu'à présent, qui sont vraiment un handicap à la production, surtout depuis quelques années où on exige du producteur, du porteur de projet, j'allais dire. C'est plutôt le mot adéquat, que sur un plan pratique, l'État décide de faire participer une taxe par rapport une taxe sur les activités publicitaires de 2%, je crois. Et là, c'était une revendication depuis longtemps. Mais ça a été qui institué. aiderait- Et qui n'avait jamais été appliquée. Si, si, Ah, si. elle a été appliquée. dont on n'a pas vu alors, Si, puisque de tout temps on nous parle du FNATIC qui Ouais, est exactement, en manque ouais. de fonds, Le manque de financement, financement. non, bon, ça c'est un détail. Mais le financement du DATIC bénéficie depuis 2012, je crois, de cette Rapprochez-vous taxe. du micro, Saïd Madawi. Le fonds du DATIC avait bénéficié de cet apport de la taxe publicitaire de 2% depuis 2012, je crois. Bon, mais la problématique n'est pas là. D'abord, le fonds en tant que structure institutionnalisée, avec une loi, une force de loi, ça a été enlevé après le symposium de 2003 dans la nouvelle voie du cinéma. Dans la Les nouvelle... assises de 2023, oui. C'est pas, c'est moi, symposium. Je prends les termes tahoum. C'est la même chose, mais symposium, pas assise. Donc 2023, avril, il y a eu symposium après une série de rencontres, commissions, d'assises etc., régionales. de traitements, de discussions sur la future loi du cinéma. Oui. Moi, j'avais participé pratiquement à toutes les étapes et j'avais toujours, moi et d'autres, dit, et affirmé et exprimé nos revendications qui ressemblent à ce qu'a dit le président. Bon, on ne nous a pas écoutés. Ils ont fait une loi qui, soi-disant, va encadrer l'industrialisation du cinéma. Mais au fait, on l'a lu, on a été contre, on a dit, on s'est exprimé qu'on a été contre, et on a dit pourquoi. Parce que cette loi ne permet tout simplement pas de développer ou relancer le C'est cinéma. plutôt une loi pour dissuasive. Exactement. Alors pour l'industrialisation, c'est une autre terre de manche. Alors, maintenant, après cette promulgation de la loi, il y a eu des prises de position. Je crois qu'au niveau de la présidence, ils ont reçu ces réactions, ils les ont analysées et ils ont donné, enfin, ils ont réagi. Et il y a eu, il n'y a pas longtemps, il y a un mois, un décret
présidentielle réinstituant le FDATIC en tant que fonds. Pour moi, c'est très clair, c'est-à-dire... Ça a été même publié dans le journal. Oui, c'est clair. Bien Non, sûr, bah, bien sûr. C'est avant les assises. Hein. Très rapidement, parce qu'il nous reste moins de 2 minutes avant la fin de l'émission. Et au terme, donc justement, pour aborder dans votre sens Saïd Mahdaoui, au terme de son allocution, le président de la République a souligné quand même l'importance pour ces assises d'aboutir à des recommandations permettant de prendre une décision, tenez-vous bien, immédiate. Oui. Immédiate, Le hein. temps. Oui. Exactement, concernant la relance du secteur du cinéma, appelant à la création d'une instance nationale élue chargée de gérer ce secteur. Il nous a même dit, on a dit à tout le monde, hein, Oui. soyez présents dans cette représentation en laissant un ou deux, il a dit 2 ou 3 idériens. Alors, C'est ce que j'espère, ce que je souhaite, c'est que justement, c'est là où on doit être vraiment présent, parce qu'au niveau de la représentativité, il y a un vrai problème qu'il faut résoudre et rapidement. Donc, j'espère que mes collègues se mettent un peu... Allez, on va dire... On va dire, à bon entendeur. Louisette Eri El Haliz, algérienne, un ouvrage qui nous a réunis pour lutter contre l'amnésie, restituer justement cette mémoire immédiate, parce qu'elle date seulement de 70 ans, un récit recueilli par Aniva, c'est paru aux éditions Casbah. Votre regard très brièvement sur le cinéma et l'histoire, le cinéma et la mémoire. Louisette Eri El Haliz. Elle est indispensable. Parce que cinéma et mémoire, ça projette et puis ça implique la continuité la continuité du combat. Voilà, et je souhaite justement que les Français sachent qu'en Algérie, entre 54 et 62, il ne s'est jamais agi d'une opération de maintien de l'ordre ni d'une pacification. J'écris pour rappeler qu'il y a eu une guerre atroce en Algérie. Il n'a pas été facile pour nous d'accéder à l'indépendance. Notre liberté a été acquise au prix de plus d'1 million de morts, de sacrifices inouïs, d'une terrible entreprise de démolition psychologique de la personne humaine. Je le dis sans haine, le souvenir est lourd à porter. Merci beaucoup, Louisette Eri El Haliz. À très bientôt pour d'autres aventures. Merci. Et pour cette émission, je le rappelle encore une fois, pour la première heure, ça a été la colonisation, le réveil des mémoires. Et pour la deuxième heure, cinéma et guerre de libération, Algérie, des batailles d'images, paru aux éditions Shihab de Ahmed Bejaoui. Jawid Azekad et moi-même vous souhaitons une agréable écoute, bien sûr, de nos programmes. Dans quelques instants, c'est le rendez-vous de l'information. Puis juste après, vous retrouverez Karim et Amina pour cette fois-ci 1 heure de musique et de jeu. Je vous fixe rendez-vous la semaine prochaine pour réviser d'abord vos classiques musicaux le mercredi et puis être auprès des intranquilles de la culture jeudi prochain entre 14 et 16h. Portez-vous bien, à la semaine prochaine.